Imaginez un vaisseau, pas une fusée qui monte dans le ciel pendant quelques minutes, pas une capsule qui rejoint une station en orbite, pas même un véhicule qui part vers Mars avec la Terre encore quelque part derrière lui, assez proche pour envoyer des nouvelles, assez proche pour que l'on puisse encore imaginer un retour. Imaginez un vaisseau qui quitte vraiment notre voisinage. Il passe l'orbite de la Lune, puis celle de Mars, puis il traverse lentement la région de Jupiter, où les lunes ressemblent déjà à de petits mondes perdus. Plus loin, Saturne devient une bague pâle. Uranus et Neptune ne sont plus que des points froids. Et puis, un jour, il n'y a presque plus rien. Le Soleil est toujours là, mais il n'est plus ce grand disque qui domine tout. Il devient une étoile parmi les autres. Un point plus brillant, peut-être. Mais seulement un point. Devant le vaisseau, il y a le noir. Un noir immense, presque silencieux. Et très loin, dans une direction que les instruments connaissent mieux que les yeux, il y a une autre étoile. Peut-être Proxima Centauri. Peut-être une autre. Une petite lumière rouge, si lointaine que même la lumière met plus de 4 ans pour venir jusqu'à nous. Alors, au début, le rêve semble simple. Il suffit de partir. Il suffit de voler longtemps. Il suffit d'aller assez vite. Mais le voyage interstellaire a une manière étrange de devenir plus difficile à mesure qu'on le regarde de près. La première difficulté, bien sûr, c'est la distance. Mais ce n'est pas la seule. Si le vaisseau va trop lentement, le voyage devient plus long qu'une vie humaine, plus long qu'une carrière, peut-être plus long qu'une civilisation technique telle que nous la connaissons. Si le vaisseau va très vite, un autre monde de problèmes apparaît. Il faut une énergie gigantesque. Il faut accélérer sans écraser les corps. Il faut protéger la coque contre des grains de poussière qui, à grande vitesse, ne sont plus vraiment de la poussière. Il faut traverser les rayonnements de l'espace sans l'atmosphère et le champ magnétique de la Terre. Il faut garder de l'air respirable, de l'eau, de la nourriture, des pièces de rechange, des êtres humains peut-être pendant des décennies, peut-être pendant des siècles. Et puis il y a le problème que l'on oublie souvent. Arriver n'est pas passer à côté. Si un vaisseau fonce vers une autre étoile et qu'il ne peut pas ralentir, il ne fait qu'une chose très spectaculaire. Il traverse un autre système solaire comme une ombre trop rapide. Il voit peut-être les planètes. Il reçoit peut-être quelques images. Et puis il repart dans le noir. Pour vraiment arriver, il faut et dans l'espace, freiner n'est pas poser le pied sur une pédale. C'est dépenser encore de l'énergie. C'est emporter encore plus de carburant ou inventer une autre manière de ralentir. C'est résoudre le voyage une deuxième fois, mais dans l'autre sens. Le vrai problème du voyage interstellaire n'est donc pas seulement de partir. C'est de rester vivant pendant le trajet et de pouvoir s'arrêter un jour près d'une autre étoile. Ce soir, nous allons suivre ce rêve doucement, sans le transformer en promesse facile, sans dire que tout est impossible pour toujours, mais en regardant pourquoi, avec la physique que nous connaissons et les technologies que nous avons aujourd'hui, emmener des humains vers une autre étoile ressemble à l'un des projets les plus difficiles que l'esprit puisse imaginer. Il y a une confusion très naturelle quand on parle de l'espace. Nous disons parfois qu'une sonde a quitté le système solaire ou qu'elle est entrée dans l'espace interstellaire. Et l'expression est juste dans un certain sens. Voyager 1, par exemple, est devenu un symbole magnifique de cette frontière.
Lancée en 1977, la sonde a survolé Jupiter, puis Saturne, avant de continuer sa route. Des décennies plus tard, elle a franchi une région où le vent solaire ne domine plus comme avant. Elle est devenue l'un des objets fabriqués par l'humanité les plus éloignés de la Terre. C'est vertigineux. Mais ce n'est pas la même chose que voyager jusqu'à une autre étoile. Entrer dans l'espace interstellaire, c'est un peu comme quitter la plage. Atteindre une autre étoile, c'est traverser l'océan. Et pas un océan où l'on verrait déjà l'autre rive. Un océan si vaste que notre intuition se casse presque en essayant de le mesurer. La planète Mars nous semble loin. Elle l'est. Selon les positions de la Terre et de Mars, un message radio peut mettre plusieurs minutes pour faire le trajet. Un voyage habité vers Mars serait déjà une aventure immense, dangereuse, coûteuse, pleine d'incertitudes. Mais Mars appartient encore à notre quartier. Même Neptune, la dernière grande planète, appartient encore à notre quartier. Même la ceinture de Kuiper, avec ses mondes glacés, appartient encore à ce que l'on pourrait appeler la banlieue lointaine du Soleil. Entre le Soleil et l'étoile la plus proche, il y a autre chose. Il y a un vide si grand que les planètes, même géantes, y seraient invisibles à l'échelle de la carte. Proxima Centauri est à un peu plus de 4 années-lumière. Une année-lumière, ce n'est pas une durée, c'est une distance. C'est la distance que parcourt la lumière en un an. La lumière est si rapide qu'elle fait le tour de la Terre plusieurs fois en une seule seconde. Elle met environ 8 minutes pour venir du Soleil jusqu'à nous. Et pourtant, pour venir de Proxima Centauri, il lui faut plus de 4 ans. Voilà le premier vertige. Même la chose la plus rapide que nous connaissions a besoin d'années pour traverser le vide jusqu'à notre voisine la plus proche. Alors, pour un vaisseau humain, la question devient presque intime. À quelle vitesse faudrait-il aller pour que le voyage ait encore un sens pour ceux qui partent? À la vitesse des sondes actuelles, il faudrait des dizaines de milliers d'années. Pas des années difficiles, pas un long hiver. Des dizaines de milliers d'années. Une durée plus longue que toute l'histoire des villes, plus longue que l'écriture, plus longue que la plupart de ce que nous appelons la civilisation. On peut bien sûr dire, un jour, nous irons plus vite. Et c'est possible. Mais chaque fois que l'on augmente la vitesse, le voyage ne devient pas seulement plus court. Il devient aussi plus exigeant. La distance ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle devient énergie. Elle devient chaleur. Elle devient risque. Elle devient usure. Elle devient un problème de biologie. Elle devient un problème de société. Et c'est là que le rêve commence à changer de forme. Imaginons d'abord que nous choisissions la solution la plus prudente. Un vaisseau très solide, très lent comparé à la lumière, mais fiable. Il ne cherche pas à battre des records. Il avance année après année dans la direction d'une autre étoile. Au début, cette idée paraît raisonnable. Dans l'espace, après tout, il n'y a pas de frottement comme dans l'air. Une fois lancé, un objet peut continuer longtemps. Très longtemps. Mais le temps justement devient le piège. Un voyage de 10 000 ans n'est pas seulement un voyage long, c'est un voyage qui change la nature même du projet. Qui part? Qui arrive? Est-ce encore la même mission si les personnes qui atteignent l'étoile ne sont pas les descendantes proches des premiers passagers, mais des générations et des générations plus tard? On peut imaginer un vaisseau générationnel. Une ville fermée qui traverse l'espace. Des enfants y naissent. Ils grandissent sans avoir vu la Terre.
Ils apprennent que leurs ancêtres ont quitté une planète bleue, autour d'une étoile jaune. Ils vivent dans des couloirs, des jardins artificiels, des salles de contrôle, des écoles où l'on enseigne une destination que personne n'a choisie directement. Cette idée est fascinante. Elle a nourri beaucoup de science-fiction, mais elle pose une question très douce et très difficile. Peut-on demander à des êtres humains de vivre dans un projet commencé avant leur naissance, pour une arrivée qu'ils ne verront peut-être pas? Un vaisseau générationnel doit être plus qu'une machine. Il doit être un monde. Il faut qu'il recycle son eau. Il faut qu'il garde son air respirable. Il faut qu'il produise ou conserve sa nourriture. Il faut qu'il remplace ses pièces. Il faut qu'il répare ses erreurs. Il faut qu'il survive aux conflits, aux maladies, aux accidents, aux changements de valeur, aux oublis. Sur Terre, une société peut se renouveler parce qu'elle a un environnement immense autour d'elle. Des sols, des océans, une atmosphère, des millions d'espèces, des ressources dispersées partout. Dans un vaisseau, chaque erreur revient vers vous. Le dioxyde de carbone ne disparaît pas simplement dans le ciel. Les déchets ne s'éloignent pas vraiment. La nourriture n'arrive pas d'un autre pays. L'eau n'est pas remplacée par la pluie. Tout tourne. Tout revient. Et plus le voyage est long, plus les petites imperfections deviennent importantes. Une fuite minuscule, une maladie dans une culture de plantes, une pièce qui fatigue plus vite que prévu, une erreur dans un système de contrôle, une génération qui ne croit plus à la mission. Sur un trajet de quelques mois, on peut prévoir beaucoup de choses. Sur un trajet de quelques années, on peut encore imaginer des procédures, des marges, des secours. Sur un trajet de plusieurs siècles, la prévision devient presque une forme de foi. Le vaisseau devrait être assez stable pour durer, mais assez adaptable pour changer, assez fermé pour protéger, mais assez vivant pour ne pas se transformer en prison. La lenteur a donc un prix étrange. Elle réduit certains dangers liés à la vitesse, mais elle augmente presque tout le reste. Elle transforme le voyage en civilisation miniature. Elle demande à un véhicule d'être aussi patient qu'une montagne, mais aussi fragile et vivant qu'un village. Et même si tout cela fonctionnait, il resterait une question. Pendant que le vaisseau avance lentement, la Terre change, les langues changent, les nations changent, les technologies changent. Peut-être que, plusieurs siècles plus tard, ceux qui sont restés inventeraient un moyen plus rapide et dépasseraient le premier vaisseau. Le voyage lent porte donc une mélancolie particulière. Il part avec un rêve, mais il risque d'arriver dans un futur qui ne l'attend plus. Alors, naturellement, l'esprit cherche l'autre solution. Aller plus vite, pas un peu plus vite, beaucoup plus vite. Une fraction importante de la vitesse de la lumière. Si l'on pouvait atteindre 10% de la vitesse de la lumière, Proxima Centauri ne serait plus à des dizaines de milliers d'années. Elle serait à quelques dizaines d'années de trajet, en simplifiant beaucoup. C'est encore long. Mais cela entre à nouveau dans une durée que l'imagination humaine peut toucher. 20 ans, 30 ans, 50 ans, une vie. Mais plus la vitesse monte, plus l'énergie nécessaire devient énorme. Dans notre vie quotidienne, doubler une vitesse semble parfois seulement doubler l'effort. Une voiture plus rapide consomme plus, bien sûr, mais l'idée reste familière.
dans l'espace, et surtout quand on commence à parler de vitesse proche de celle de la lumière, cette intuition ne suffit plus. Accélérer une masse demande de l'énergie. Accélérer une grande masse demande beaucoup d'énergie. Accélérer une grande masse à une vitesse très élevée demande une quantité d'énergie qui devient rapidement difficile à imaginer. Et un vaisseau habité n'est pas une puce électronique. Ce n'est pas une feuille légère. Ce n'est pas une sonde minuscule. Il faut une coque, des réserves, des systèmes de survie, des boucliers, des moteurs, des pièces de rechange, des instruments, peut-être des habitats, peut-être des serres, peut-être une protection contre les rayonnements. Chaque kilogramme ajouté doit être accéléré. Chaque kilogramme de protection demande encore plus d'énergie. Chaque kilogramme de carburant a lui-même une masse qu'il faut accélérer. Cette logique est cruelle. Pour aller plus vite, il faut plus d'énergie. Pour avoir plus d'énergie, il faut souvent emporter plus de masse. Et plus on emporte de masse, plus il faut d'énergie pour accélérer cette masse. Les ingénieurs connaissent bien cette tyrannie. Elle existe déjà pour les fusées ordinaires. Elle deviendrait encore plus dure à l'échelle interstellaire. On peut imaginer d'autres solutions. Des voiles poussées par des lasers, des concepts très avancés, encore loin de nos capacités industrielles. Des sondes minuscules, si légères qu'un faisceau de lumière pourrait peu être les pousser à une vitesse impressionnante. L'idée de Breakthrough Starshot, par exemple, explore une direction de ce genre. Envoyer de très petits engins vers le système d'Alpha Centauri, propulsés par la lumière, à une fraction importante de la vitesse de la lumière. C'est une idée fascinante. Mais il faut bien garder la limite en tête. Une minuscule engin n'est pas un vaisseau habité. Une voile légère n'est pas une ville. Une sonde qui traverse rapidement un système n'est pas une colonie qui arrive, se met en orbite, se répare et construit une vie. Plus la mission est légère, plus elle devient imaginable. Plus elle transporte d'humains, plus elle devient presque écrasante. Et même si nous trouvions une source d'énergie suffisante, la vitesse poserait un autre problème. Le corps humain. Un humain ne peut pas être accéléré n'importe comment. Nous sommes des organismes. Nous avons du sang, des os, des organes, un cerveau baignant dans un liquide fragile. Nous pouvons supporter certaines accélérations pendant un temps limité. Mais un voyage confortable demande une accélération douce, stable, durable. On pourrait imaginer accélérer lentement, pendant longtemps. Une gravité artificielle par accélération continue, par exemple, serait presque élégante. Le vaisseau pousserait doucement, les passagers sentiraient un poids. Puis, à mi-chemin, il se retournerait et freinerait de la même manière. Dans les romans, c'est très beau. En physique, cela demande une énergie immense. Il ne suffit pas de dire « allons vite ». Il faut demander « avec quoi ? Pendant combien de temps ? Pour quelle masse ? Avec quelle chaleur à évacuer ? Avec quelle marge de sécurité ? » Plus on répond, plus le rêve devient précis, et plus il devient lourd. Il y a une image trompeuse dans notre manière de penser les voyages. Nous imaginons souvent une ligne, un point de départ, un point d'arrivée, et un trajet entre les deux. Sur une carte terrestre, cela fonctionne assez bien. On part de Paris, on va à Lyon, on arrive. On ralentit naturellement parce que la route
l'air, les roues, les freins, le sol, tout un monde matériel nous aide à transformer le mouvement en arrêt. Dans l'espace interstellaire, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de sol. Il n'y a rien qui vous ralentisse gentiment au bon moment. Si vous arrivez à grande vitesse près d'une étoile, vous continuez. Pour vous arrêter, il faut faire quelque chose. Il faut retourner le vaisseau et pousser dans l'autre sens. Ou utiliser une voile magnétique. Ou utiliser la lumière de l'étoile. Ou passer près de planètes pour voler un peu de mouvement à leur gravité. Ou combiner des idées que nous ne maîtrisons pas encore. Mais dans tous les cas, freiner n'est pas gratuit. C'est même l'un des points les plus importants de tout le voyage. Supposons que vous ayez réussi à accélérer un grand vaisseau jusqu'à une vitesse considérable. Vous avez dépensé une quantité d'énergie immense pour lui donner ce mouvement. Ce mouvement ne disparaît pas parce que vous voyez enfin l'étoile cible. Il est là, dans la masse du vaisseau, dans sa vitesse, dans son inertie. Il faut l'enlever. Et pour l'enlever, il faut une stratégie presque aussi impressionnante que celle qui a permis de partir. C'est pour cela qu'un simple survol est beaucoup plus facile qu'une vraie arrivée. Une petite sonde pourrait traverser un système à grande vitesse, prendre des images, mesurer des champs magnétiques, peut-être détecter des planètes, envoyer des données si elle en a encore la capacité. Ce serait déjà extraordinaire. Mais un vaisseau habité ne peut pas se contenter de passer. S'il transporte des humains, il doit ralentir. Il doit choisir une trajectoire. Il doit se protéger près de l'étoile. Il doit peut-être entrer en orbite autour d'une planète. Il doit avoir assez d'énergie pour réagir si les conditions ne sont pas celles prévues. Dans le rêve du voyage interstellaire, le départ est spectaculaire. Mais l'arrivée peut être le vrai test. Parce que l'arrivée révèle si le voyage était une exploration ou seulement un projectile. Cette idée change la manière de regarder les étoiles. Une étoile proche n'est pas seulement une cible, c'est un système dynamique avec sa gravité, ses vents stellaires, ses planètes éventuelles, ses radiations, ses zones dangereuses, ses surprises. Il ne suffit pas d'atteindre la lumière, il faut entrer doucement dans son voisinage. Et ce mot « doucement » est peut-être l'un des plus difficiles de toute l'astronautique interstellaire. Quand on regarde le ciel, l'espace semble vide. Et il l'est, presque. Mais presque vide ne veut pas dire complètement vide. Entre les étoiles, il y a du gaz, il y a des particules, il y a de la poussière, des grains minuscules, dispersés dans des volumes immenses. À faible vitesse, ces grains paraissent sans importance. Un grain de poussière sur Terre est léger, fragile, presque rien. On l'essuie d'un doigt, on ne le respecte pas comme un obstacle. Mais la vitesse change la signification des choses. Un moustique peut être inoffensif dans une pièce. À la vitesse d'un avion, une collision avec un petit objet devient déjà plus sérieuse. À des fractions importantes de la vitesse de la lumière, un grain minuscule peut transporter une énergie énorme au moment de l'impact. Pour un vaisseau interstellaire rapide, la poussière n'est plus seulement de la poussière. C'est une pluie très rare, mais potentiellement violente. Il faut donc protéger l'avant du vaisseau. On peut imaginer des boucliers, des couches de matériaux sacrifiables, des champs magnétiques pour certaines particules chargées, des nuages de protection
envoyés devant le vaisseau, des systèmes de détection capables de repérer les objets plus gros. Mais chaque protection ajoute de la masse, et chaque masse rend l'accélération plus difficile. La même boucle revient. Pour aller vite, il faut être léger. Pour survivre en allant vite, il faut être protégé. Pour être protégé, il faut souvent être plus lourd. Et plus on est lourd, plus il est difficile d'aller vite. Cette contradiction est au cœur du problème. Un voyage interstellaire habité doit être rapide, mais pas trop fragile. Léger, mais pas vulnérable. Puissant, mais capable de durer. Et l'espace, même presque vide, devient un environnement actif. Il ne fait rien de spectaculaire. Il n'explose pas. Il ne crie pas. Il ne ressemble pas à un ennemi. Il attend simplement. Et à très grande vitesse, ce qui attend dans le noir peut suffire. Sur Terre, nous oublions à quel point nous sommes protégés. Nous vivons sous une atmosphère. Elle brûle beaucoup de petites particules avant qu'elles nous atteignent. Elle filtre une partie du rayonnement. Nous vivons aussi dans le champ magnétique de notre planète qui détourne certaines particules venues du Soleil et de l'espace. Notre corps croit que l'univers est doux parce que la Terre le rend doux pour nous. Mais dans l'espace profond, cette douceur disparaît. Les rayonnements deviennent une présence permanente. Des particules énergétiques traversent le vide. Certaines viennent du Soleil. D'autres viennent de phénomènes beaucoup plus lointains, dispersés dans la galaxie. Pour un voyage de quelques jours ou de quelques mois, cette question est déjà importante. Pour un voyage de plusieurs années, elle devient centrale. Pour un voyage interstellaire, elle devient l'une des grandes frontières biologiques. Les rayonnements peuvent endommager les cellules. Ils peuvent augmenter certains risques de cancer. Ils peuvent affecter les systèmes nerveux, les tissus, l'ADN. Un vaisseau habité doit donc protéger ses passagers. Mais là encore, protéger veut dire ajouter de la masse, des matériaux, de l'eau, des zones abritées, peut-être des champs magnétiques artificiels, des systèmes complexes, et tout cela doit fonctionner longtemps, sans assistance immédiate, sans réparation envoyée depuis la Terre, sans médecins spécialisés qui arrivent demain. Il y a aussi la gravité. Le corps humain est né dans un monde où le sol nous tire constamment. Nos os, nos muscles, notre circulation, notre équilibre, notre façon même de sentir le haut et le bas dépendent de cette gravité. Dans l'espace, sans gravité artificielle, les muscles s'affaiblissent, les os perdent de la densité, les fluides se déplacent différemment. Le corps s'adapte, mais cette adaptation a un prix. Pour une mission interstellaire, il faudrait donc probablement créer une forme de gravité artificielle, peut-être par rotation, peut-être par accélération. Chaque solution apporte ses propres complications. Un habitat en rotation doit être grand, stable, bien contrôlé. Une accélération constante demande une propulsion longue et puissante. Même dormir devient une question d'ingénierie. Même boire de l'eau. Même faire pousser une plante. Même garder une articulation en bonne santé. La biologie est parfois plus difficile que la mécanique. Parce qu'une machine peut être éteinte. Un humain non. Humain a besoin d'un rythme, d'une lumière, d'un sommeil, d'une température, d'un microbiome, d'une nourriture qui ne soit pas seulement des calories,
mais un lien avec le vivant. Un vaisseau interstellaire habité ne transporte pas seulement des corps, il transporte la condition humaine. Et cette condition humaine est étonnamment locale. Elle est faite pour une planète précise, avec une gravité précise, un ciel précis, une alternance de jour et de nuit, des saisons, des odeurs, des horizons. Partir vers les étoiles, ce n'est donc pas seulement déplacer un objet, c'est demander à un organisme terrestre de rester lui-même loin de la Terre. Plus on avance dans cette idée, plus le vaisseau ressemble moins à un véhicule. Il ressemble à une île, ou à une ville, ou à une petite planète artificielle. Il doit avoir des systèmes redondants, des circuits d'eau, des cultures, des réserves, des ateliers, des ordinateurs, des espaces de repos, des lieux communs, des règles, une mémoire. Et surtout, il doit avoir une capacité à réparer l'imprévu. Sur Terre, mais il existe toujours quelque chose autour de nous. Une autre ville, un autre hôpital, un autre laboratoire, une livraison, un matériau, une personne qui sait faire. Dans un vaisseau interstellaire, l'extérieur ne peut presque rien donner. Si une pièce manque, il faut la fabriquer. Si une culture échoue, il faut comprendre pourquoi. Si un logiciel devient instable, il faut le corriger. Si une génération oublie une compétence, il faut l'avoir transmise avant. Le savoir devient une réserve vitale, comme l'eau ou l'air. Il faut conserver les manuels. Mais les manuels ne suffisent pas. Il faut conserver les gestes, les habitudes, les métiers, les langues techniques, la confiance dans les systèmes, la capacité à douter quand quelque chose semble trop simple. Un vaisseau interstellaire serait donc une bibliothèque vivante. Et il faudrait que cette bibliothèque ne brûle jamais. Cette image peut sembler poétique, mais elle est très concrète. Un système fermé meurt si ses boucles se dégradent. Un système social meurt si sa mémoire se brise. Les passagers d'un tel vaisseau ne seraient pas seulement des astronautes. Ils seraient jardiniers, mécaniciens, médecins, enseignants, historiens, arbitres, parents, étudiants, réparateurs de machines et gardiens de récits. Ils devraient savoir pourquoi ils sont là. Et ils devraient pouvoir continuer à le croire. Car la psychologie n'est pas un détail. Être enfermé longtemps, très loin, sans possibilité de retour facile, change la manière de penser. La Terre deviendrait d'abord une planète quittée, puis un souvenir, puis une histoire, puis peut-être un mythe. À mesure que les années passent, la mission devient moins un plan et plus une culture. Et une culture peut changer. Elle peut se diviser, elle peut se fatiguer, elle peut décider que la destination ne vaut plus le prix, elle peut oublier pourquoi le départ a eu lieu. Dans les récits de science-fiction, ces questions donnent de grandes histoires. Dans une vraie mission, elles seraient des risques. Le voyage interstellaire demande donc quelque chose que nous savons très mal fabriquer. Une stabilité sociale sur des durées très longues, dans un environnement minuscule, sous pression permanente, sans échappatoire. C'est peut être moins spectaculaire qu'un moteur futuriste, mais c'est peut-être aussi difficile. Face à ces difficultés, une idée revient souvent. Et si les passagers dormaient, pas une nuit, pas quelques jours, mais des années, des décennies, peut-être tout le voyage, le sommeil artificiel, la suspension, la cryoconservation humaine,
Ces images sont puissantes. Elles semblent résoudre beaucoup de problèmes à la fois. Moins de nourriture, moins d'espace, moins de conflits, moins de vieillissement apparent, moins de générations à gérer. Un équipage s'endort près de la Terre. Le vaisseau traverse le noir. Et beaucoup plus tard, près d'une autre étoile, les corps se réveillent. C'est une scène presque parfaite pour l'imagination. Mais à l'heure actuelle, pour des humains, ce n'est pas une technologie disponible pour un voyage interstellaire. Nous savons ralentir certains processus biologiques dans des contextes médicaux. Nous savons conserver des cellules, des embryons, certains tissus. Nous savons observer des animaux capables d'hibernation ou de ralentissement métabolique. Mais endormir un être humain pendant des décennies, le protéger des dommages, maintenir son cerveau, ses organes, sa mémoire, puis le réveiller en bonne santé. C'est une autre échelle. Il ne faut pas confondre une idée utile pour penser avec une solution déjà prête. Peut-être qu'un jour, la médecine ouvrira des possibilités que nous ne voyons pas encore. Peut-être que des formes de torpeur contrôlée aideront les voyages longs. Peut-être que des missions futures utiliseront des techniques biologiques très avancées. Mais aujourd'hui, cela appartient encore au domaine des hypothèses lointaines. Et même si le sommeil artificiel devenait possible, il ne supprimerait pas tout. Le vaisseau devrait continuer à fonctionner. Les systèmes devraient surveiller les corps. Les protections contre les rayonnements resteraient nécessaires. Les risques d'impact resteraient présents. L'arrivée et le freinage resteraient à résoudre. Dormir ne fait pas disparaître l'univers autour du vaisseau. Cela montre quelque chose d'important. Dans le voyage interstellaire, chaque solution déplace souvent le problème. Elle le rend parfois plus petit. Elle le rend parfois plus gérable. Mais elle ne l'efface presque jamais. Un vaisseau plus rapide demande plus d'énergie. Un vaisseau plus protégé devient plus lourd. Un équipage endormi demande une médecine presque inimaginable. Un vaisseau générationnel demande une société stable. Une sonde légère peut partir plus vite, mais elle ne transporte pas une présence humaine. Le rêve reste possible à penser, mais il refuse les raccourcis. Il est possible que le premier vrai messager humain vers une autre étoile ne soit pas un vaisseau habité. Ce sera peut-être quelque chose de minuscule, une sonde très légère, une voile, un instrument fragile lancé par une impulsion d'énergie depuis le système solaire. Un objet qui ne transporte personne, mais qui porte une question. Qu'y a-t-il vraiment autour de cette étoile ? Cette idée est importante parce qu'elle change l'échelle du problème. Un objet minuscule peut être accéléré plus facilement qu'un vaisseau géant. Il n'a pas besoin d'air. Il n'a pas besoin d'eau. Il n'a pas besoin de nourriture. Il n'a pas peur. Il ne se dispute pas. Il ne vieillit pas comme nous. Il peut être sacrifié. Il peut ne faire qu'un survol. Il peut envoyer quelques données, puis disparaître dans le noir. Cela reste très difficile. Il faut communiquer sur des distances immenses. Il faut que la sonde survive à l'accélération. Il faut qu'elle vise correctement. Il faut qu'elle envoie un signal très faible jusqu'à la Terre. Mais comparé à un vaisseau habité, le projet paraît moins impossible. C'est peut-être ainsi que l'humanité avancera d'abord. Pas avec une arche pleine de passagers, mais avec des éclats d'intelligence envoyés en avant, des yeux minuscules, des instruments presque silencieux, des signes que notre curiosité peut voyager plus loin que nos corps. Et cela ne rend pas le rêve moins beau.
il le rend peu être plus honnête. Avant de déplacer des humains, nous enverrons des machines. Avant de construire des mondes artificiels, nous enverrons des questions. Avant de dire que nous allons habiter les étoiles, nous apprendrons peut-être simplement à les regarder de plus près. Le voyage interstellaire n'est pas nécessairement un seul grand saut. Il pourrait être une longue série de gestes modestes. Observer, calculer, lancer, écouter, attendre, recevoir un signal, comprendre un peu mieux. À l'échelle humaine, cela peut sembler lent. À l'échelle de l'univers, c'est déjà une forme de mouvement. Supposons maintenant que tout fonctionne. Le vaisseau part. Il survit, il va assez vite, il freine, il arrive près d'une autre étoile. Il reste une question très simple. Qu'y trouve-t-il ? Nous découvrons aujourd'hui des milliers d'exoplanètes, des mondes autour d'autres étoiles, des planètes géantes très proches de leur soleil, des mondes rocheux, des systèmes étranges, des orbites compactes, des planètes dans ce que l'on appelle parfois une zone habitable, c'est-à-dire une région où l'eau liquide pourrait exister dans certaines conditions. Mais une planète dans une zone habitable n'est pas forcément une planète habitable. Il faut une atmosphère, la bonne pression, la bonne composition chimique, une température stable, une protection contre les colères de l'étoile, peut-être un champ magnétique, peut-être une géologie active, peut-être beaucoup de choses que nous ne comprenons pas encore complètement. Une planète peut être au bon endroit et rester hostile. Trop sèche, trop irradiée, trop instable, trop pauvre en éléments nécessaires, ou simplement très différente de ce que nos corps peuvent accepter. Arriver dans un autre système ne garantit donc pas une nouvelle maison. Cela pourrait seulement garantir un nouveau voisinage. Et si l'équipage ne peut pas descendre, s'il doit rester en orbite, s'il découvre que les conditions sont mauvaises, s'il n'a pas assez de ressources pour repartir, le voyage interstellaire n'est pas seulement un problème de trajet, c'est un problème de destination. On peut choisir une étoile parce qu'elle est proche, mais une étoile proche n'est pas forcément la meilleure. On peut choisir une planète parce qu'elle semble prometteuse, mais à distance, beaucoup d'informations restent incertaines. Il faudrait donc envoyer des sondes avant, étudier, attendre les réponses, comparer, peut-être renoncer, peut-être choisir une autre cible. La prudence devient immense parce que le coût de l'erreur est immense. Sur Terre, un voyage raté peut être triste, cher, dangereux. Mais il existe souvent un retour. Dans l'espace interstellaire, un mauvais choix peut signifier des générations perdues dans un endroit qui ne peut pas les accueillir. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut jamais rêver. Cela veut dire que le rêve doit être très patient. À ce point, on pourrait croire que l'histoire devient triste. Un vaisseau trop lent, un vaisseau rapide trop difficile, des grains de poussière dangereux, des rayonnements, un monde fermé à maintenir, un freinage presque aussi dur que le départ, une destination incertaine. Et pourtant, il y a quelque chose d'apaisant dans cette difficulté, parce qu'elle remet notre place en perspective. Nous vivons à une époque qui aime la vitesse. Nous envoyons des messages instantanés. Nous traversons des continents en quelques heures. Nous voyons des images de galaxies sur un écran que nous tenons dans la main. Tout semble proche. Tout semble accessible. Puis les distances interstellaires nous rappellent que certaines choses ne se plient pas facilement à notre impatience.
Les étoiles sont là, mais elles ne sont pas à notre échelle. Elles ne sont pas faites pour nos calendriers. Elles ne répondent pas à nos plans en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans. Elles demandent une pensée plus lente. Et cette lenteur peut être précieuse. Elle nous oblige à distinguer le désir et la possibilité, la vision et la promesse, la curiosité et la conquête. Peut-être que l'humanité n'ira pas bientôt vers les étoiles avec des équipages. Peut-être que nos premiers messagers seront minuscules. Peut-être que nous apprendrons d'abord à mieux habiter la Terre, puis la Lune, puis Mars, puis les espaces proches. Peut-être que le voyage interstellaire restera longtemps au bord du possible, comme un phare très lointain. Mais même un phare lointain peut guider. Il peut nous pousser à comprendre l'énergie, à protéger les corps, à recycler mieux, à construire des systèmes plus durables, à penser en génération plutôt qu'en saison, accepter que certains projets dépassent une vie. Le rêve interstellaire peut être moins une route qu'un miroir. Il nous montre ce que nous ne savons pas encore faire. Il nous montre la fragilité de nos corps. Il nous montre la beauté de notre planète. Il nous montre que le vide entre les étoiles n'est pas seulement un obstacle, une mesure de notre patience, une mesure de notre intelligence, une mesure de notre humilité. Un jour, peut-être, une petite sonde envoyée par des humains passera près d'une autre étoile. Elle prendra une image. Elle mesurera une atmosphère. Elle écoutera un champ magnétique. Puis, longtemps plus tard, un signal très faible reviendra vers la Terre. Peut-être que personne parmi ceux qui ont lancé la mission ne sera encore là. Peut-être que le monde aura changé. Peut-être que les langues auront changé. Mais quelque part, quelqu'un recevra ce signal. Et pendant un instant, la distance entre les étoiles semblera un peu moins silencieuse. Pas vaincue, pas effacée, seulement traversée par une question humaine. Alors, lorsque nous regardons le ciel, nous pouvons garder les deux idées à la fois. Les étoiles sont presque impossiblement loin. Et pourtant, nous les regardons. Nous savons que partir serait difficile. Nous savons que la vitesse ne suffit pas. Nous savons qu'il faudrait accélérer, protéger, nourrir, réparer, attendre, puis freiner. Mais nous savons aussi que la curiosité humaine a toujours commencé comme cela, par une lumière au loin, par une limite, par une impossibilité apparente, et par une voix très calme, quelque part dans la nuit, qui demande « Et si nous essayions de comprendre ?» Pas forcément de conquérir, pas forcément de posséder, pas forcément de partir demain, mais de comprendre la mer avant les navires, le ciel avant les avions, la lune avant les fusées, les étoiles avant les vaisseaux. Chaque grande distance commence par une longue période où elle semble infranchissable. Peut-être que les étoiles resteront longtemps ainsi, comme des lumières que nous ne pouvons pas rejoindre, comme des maisons possibles, mais trop éloignées, comme des questions suspendues dans le noir, et peut-être que c'est très bien ainsi pour ce soir, car leur distance ne retire rien à leur beauté. Elle ajoute du silence autour d'elle, elle ajoute du temps, elle ajoute une sorte de douceur étrange. Nous ne sommes pas encore des voyageurs interstellaires. Nous sommes une espèce qui lève les yeux, une espèce encore proche de son soleil,
encore enveloppé par l'air de sa planète, encore protégé par un monde bleu qui fait paraître l'univers plus doux qu'il ne l'est. Et dans cette protection, nous pouvons rêver, lentement, prudemment, sans transformer chaque rêve en certitude. Le vaisseau imaginaire continue sa route. Le soleil devient plus petit derrière lui. La prochaine étoile reste très loin devant. Le noir autour n'est pas vide. Il contient de la poussière, des particules, du temps, des questions. Et le vaisseau avance, pas comme une promesse, comme une pensée fragile qui traverse la nuit, une pensée qui sait que, pour atteindre une autre étoile, il ne suffit pas d'aller vite. Il faut aussi durer, il faut protéger, il faut transmettre, il faut ralentir. Et peut-être avant tout, il faut apprendre à regarder très longtemps dans la même direction. Alors le voyage interstellaire reste là, à la frontière du rêve et de la physique. Presque impossible, pas complètement fermé, assez loin pour nous rendre humbles, assez beau pour que nous continuions à y penser.